Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, merci de nous accompagner pour cette nouvelle émission 97.4 Foot Plus, où il sera question de la deuxième journée du championnat de première division. Et on commence par le match du leader Saint-Paulois à l'issue des matchs allés sur sa pelouse contre la Capricorne. Alors, la méfiance était-elle justifiée du côté des joueurs de Christian d'Affreville en recevant justement les Ravinois qui sont tout en bas du classement? La réponse. Des Saint-Paulois qui avaient effectivement tout intérêt à se méfier non seulement de cette équipe de la Capricorne, mais également de leur propre situation, de leur propre état, leur propre envie actuellement de jouer à leur niveau pour une équipe qui occupe la première place du classement. La semaine dernière, on s'en souvient, face à Bras-Fusil, il a fallu beaucoup de longues minutes pour voir l'équipe saint-pauloise prendre la mesure de son adversaire. Eh bien, samedi soir, c'était exactement la même chose face à l'équipe de la Capricorne, c'est vrai. Une équipe de la Capricorne bien organisée, regardez, gros affolement peut-être devant les buts de Pétard, le gardien de la Ravine des Cabris, mais pour l'instant les Saint-Paulois sont pratiquement inactifs si c'est la première petite occasion. Une grosse occasion, c'est vrai, quelques minutes plus tard, passé la demi-heure de jeu, avec cette tête de Razolofo qui oblige Pétard à s'allonger, au point d'ailleurs qu'il cogne sa tête contre son propre poteau, plus de peur que de mal pour le gardien ravinois qui aura d'ailleurs un rôle important ensuite, mais les Saint-Paulois commence tout doucement à mettre la pression sur cette équipe de la Ravine des Cabris, par à coup en tout cas. Et puis le but qui sera d'ailleurs le but de la victoire pour l'équipe de Saint-Pauloise, avec ce développement mené côté gauche avec Cédera, à la suite d'une passe de Siala Chamba, un premier renvoi de la défense de la Ravine des Cabris, puis cette reprise du buteur, Fabien Debré, regardez, pleine de lucarne, il n'y peut rien, le buteur tout heureux évidemment, car c'est un but important. Moi ça fait longtemps que je n'avais pas marqué. Ben, c'était contre Saint-Paul, le dernier match l'année dernière. Tu ne tentes pas aussi souvent que celui-là. Bon, visiblement c'est facile, non? Là, c'est pas parce que j'aime bien faire marquer les coéquipiers. Donc ce soir j'ai vu que c'était un peu difficile pour nous, donc j'ai dit que j'allais marquer un petit but pour. En tout cas, vous prenez un peu d'avance là. Ouais, pour un peu d'avance, ben, nous on joue le maintien de toute manière, donc ça ne change pas grand chose, on avance, on joue match après match. Là on a 2 matchs de coupe, avant la trêve on prend un peu de marche, c'est super. On va pouvoir on va faire nos 2 prochains matchs et après on va pouvoir partir en vacances tranquillement, on va finir sur 2 victoires tranquillement. Les vestiaires Saint-Paulois au coup de sifflet final ont résonné de joie, c'est vrai qu'ils confortent leur avance, on le verra tout à l'heure, alors que à la mi-temps justement de cette rencontre, l'équipe de la Ravine des Cabris pouvait encore espérer, pourquoi pas, inquiéter, revenir à hauteur d'une équipe de la Saint-Pauloise qui était loin d'être exceptionnelle, loin d'être irréprochable ni inaccessible. Quelques changements qui n'ont pas beaucoup apporté, même si Salomon Kei a failli se blesser quelques minutes à peine après être entré sur la pelouse. Regardez cette action de la Ravine des Cabris pour cette reprise de Vellemont qui passe au-dessus des buts de Mathieu Pelops. Ce sera l'une des rares tentatives, trop rares sans doute, de l'équipe de la Capricorne. Une équipe finalement qui va connaître un bon petit quart d'heure avec une nouvelle tentative. Cette fois, Mathieu Pelops doit s'interposer. On écoute José Batista, le coach de la Ravine des Cabris. Oui, on savait que ça allait être compliqué toute la saison. On n'a jamais dit qu'on finirait dans les 3 premiers. Aujourd'hui, on voit aussi la différence qu'il y a entre Super D2 et puis D1P. On n'était pas forcément préparé à la D1P. On travaille pour s'améliorer. On va tenter de recruter aussi pour apporter un petit plus à cette équipe parce que dans de nombreux matchs, il ne manque pas grand-chose. Mais aujourd'hui, le pas grand-chose, ces petits détails font la différence. Pas grand-chose également pour l'équipe de la Saint-Pauloise. Il faut marquer un deuxième but avec cette attaque. Ballon récupéré par Nsuki. Brice Fontaine va commettre la faute. Un pied qui fait barrage à l'attaquant Saint-Paulois qui va lui-même se charger de tenter, de transformer et d'ajouter un but supplémentaire à son capital. Le but, depuis quelques semaines, il est en pleine confiance. Mais là, en face de lui, il y a un garçon pétard
Tony Pétard, le gardien des Ravines des Cabris, en excellente forme ce soir-là. Ça n'a pas suffi, c'est vrai, pour empocher les 4 points à son équipe, mais il a été à la hauteur de ce qu'on espérait de lui. Dommage, la Capricorne perd encore, Saint-Paul gagne et s'envole. Quand on a des difficultés à jouer, il faut essayer de marquer un but et après, se battre sur tous les ballons pour ne pas encaisser. C'est ce qu'on a fait et je tiens un coup de chapeau à mes joueurs parce que cette semaine, c'était une semaine assez chargée et ils ont répondu présent. La Saint-Pauloise ayant assuré de son côté, la Saint-Pierroise n'avait pas le droit à l'erreur dans son derby. Et quel derby face à la Saint-Louisienne, même face à une Saint-Louisienne diminuée. Saint-Louis donc, Saint-Pierroise, les meilleurs moments et le résultat, si vous ne le connaissez pas encore. Coupe du Monde ou pas, ce genre de derby, classique derby du Sud entre les joueurs de la Saint-Louisienne et ceux de la Saint-Pierroise, est toujours très propice pour garnir enfin les tribunes du stade. C'était là au stade de Théophile Ouarot, donc de la Saint-Louisienne, tout de vert vêtu. Un beau challenge pour l'équipe saint-louisienne qui n'occupe pas la meilleure place au classement face à un des ténors de ce championnat qui a des prétentions fort légitimes d'empocher le titre de champion cette année. Les deux capitaines pour une échange de main, des fois qu'ils y arrivent, voilà, ça y est. Les deux coachs également qui se connaissent bien, puisque vous le savez sans doute, Mahmoud avait joué à la Saint-Louisienne, Jean-Pierre Bade, lui, il y avait entraîné encore jusqu'à l'année dernière. Ce sont les Saint-Pierrois qui sont les plus prompts à se mettre en évidence, avec Mamie Gervais qui tente une première fois d'inquiéter la défense saint-louisienne des Saint-Pierrois très en verve. Et là, une occasion également qui ne donnera rien avec cette sortie de Botta, un peu kamikaze tout de même, la sortie de Botta, qui a tout déblayé sur son passage. Et puis l'occasion la plus franche, on dira pour cette équipe de la Saint-Pierroise au cours de cette première demi-heure, c'est Biacolo qui a eu sa chance également, malheureusement, alors que du côté de la Saint-Louisienne, on va enfin retrouver après cette première demi-heure une équipe plus vaillante et qui va se créer d'énormes occasions. Oui, vaillante. Ils nous ont posé énormément de problèmes. Là, on sait toujours que ces derbys, c'est toujours difficile. Je pense que on a vu l'équipe qui dans les dernières minutes, jusqu'aux dernières secondes, arraché. Donc pour nous, le nul, j'ai envie de dire, c'est équitable, encore que c'est vrai qu'ils ont été vaillants pendant toute la deuxième mi-temps. Ça n'a pas été simple pour les Verts saint-louisiens qui ont été obligés de composer à plusieurs reprises. Juvet pour Abdallah, un centre pour une reprise de Lebon qui oblige le doyen à claquer en corner joliment. Une Saint-Louisienne qui se réveille, qui se crée les plus belles occasions, incontestablement. Regardez cette récupération, met la pression sur le porteur du ballon Saint-Pierrois. Et là encore une fois cette reprise et Emmanuel Le Doyen qui est obligé là aussi d'intervenir pour empêcher l'ouverture du score. Et pourtant la Saint-Louisienne a dû composer, je vous le disais, avec notamment la sortie prématurée très rapidement dans cette rencontre de son buteur, Faisal Zagar. La malchance poursuit les joueurs saint-louisiens. Je perds quand même Faisal qui revenait de blessure, je repère de nouveau. Bon, là-dessus, on a vraiment de la guigne parce que la dernière fois, c'était au bout de 10 minutes, c'était Ludovic Bénard. Contre le tampon, c'était Ferblantier au bout de 10 minutes. On perd des joueurs à chaque fois, des joueurs majeurs en tout début de match, donc on n'est pas Bénard. Bon, maintenant, malgré ça, ceux qui rentrent, ils font le boulot, ils se mettent à niveau et on a un groupe, on a un bon groupe qui est solidaire et qui lâche rien surtout, donc c'est bien. Une Saint-Louisienne qui a posé d'énormes difficultés à l'équipe saint-pierroise. Carly Chasson ici averti, cela aura des conséquences tout à l'heure. Et puis de belles découvertes, Abdallah par exemple, encore Lebon du côté de la Saint-Louisienne. Saint-Louisienne qui aurait pu, on le verra dans un instant, espérer un pénalty ou pas d'ailleurs. On va revoir l'action, mais on écoute tout d'abord le coach saint-louisien Bernard Maman. Ouais, c'est vrai, moi-même, vous savez qu'en plus quand vous sortez de ce qu'on a vécu, la moindre injustice comme ça nous fait sauter un petit peu au plafond. Donc effectivement, moi je vois pénalty. C'est vrai que je ne sais pas, il faudra voir la télé, mais s'il y a pénalty vraiment, moi c'est vraiment dommage parce que par rapport aux efforts qu'ont fait les garçons, j'aurais vraiment aimé, par rapport aux efforts qu'ils font depuis le début de l'année, j'aurais vraiment aimé qu'ils gagnent ce match-là parce qu'ils le méritent vraiment. Ils auraient peut-être pu prétendre à mieux sur cette action litigieuse selon le camp que vous
supporter, eh bien, vous vous direz oui, il y a pénalty, ou alors non, il n'y avait surtout pas pénalty. Toujours est-il que l'arbitre n'a pas sifflé, et on le disait, ça n'a pas changé le cours de l'histoire. 0-0, ce sera le score final. Et puis une expulsion, malheureusement, pour l'équipe saint-louisienne qui va devoir encore se passer d'un nouveau joueur, Carly Chassan, qui va commettre une petite faute ici, en tout cas une faute. Il avait déjà été averti tout à l'heure. Un deuxième avertissement, vous le savez, ça vaut le carton rouge, donc il ne jouera pas au moins le prochain match. Alors que Djali Djemali, lui également, a dû sentir passer la semelle. 0-0 score final et une dernière occasion pour une Saint-Pierroise ballottée tout de même, vous l'avez vu, pendant pratiquement une heure de cette rencontre. Une dernière occasion qui ne donnera rien, si ce n'est un tir à côté de la cage de Botta. Partage des points qui ferait surtout l'affaire de la Saint-Louisienne qui espérait mieux, et la Saint-Pierroise qui s'en sort très bien. Le derby du Sud Sauvage maintenant, et on connaît combien il est très difficile de s'imposer sur la pelouse de la Petite Île. C'était justement le défi proposé à l'Excelsior qui, dans le cadre de ses ambitions futures, au cours des prochaines semaines, se devait de s'imposer. Pas simple également la mission. Et Fares Boujdira a dû regarder un peu les statistiques des rencontres de la Petite Île à domicile. Personne n'a gagné sauf l'équipe de la Capricorne. Dernière au classement, sinon toutes les autres formations se sont cassées les dents. Elles n'ont pas forcément perdu, mais elles ont dû concéder au moins les 2 points du match nul. Donc il était parti en terrain connu, il savait à quoi s'attendre. Mais quand on est l'équipe de l'Excelsior, avec un tel dispositif, avec un tel effectif, il faut prendre les choses en main. C'est ce qu'ils ont fait les joueurs, les Oranges de Saint-Joseph, avec une première intervention de Venketa Sala, le gardien de la Petite Île, obligé donc d'être très à l'affût de toutes les tentatives saint-josephoises, parce que ça va venir et revenir malgré ce coup franc pour l'équipe petite-îloise qui permet de tester la vigilance là aussi de Michael Grondin, le gardien de l'Excelsior. L'Excelsior, on la retrouve à l'attaque donc au cours de cette première mi-temps. C'est pratiquement tout se passe dans le camp de la Petite Île avec des occasions qui se succèdent, mais allez, vous me direz-vous, pas non plus d'occasions très franches. Là, ça passe à côté. Enfin, on se dit que peut-être tout à l'heure ça va marcher. Les minutes s'écoulent, rien à l'horizon. Et puis, regardez encore cette nouvelle action. L'Excelsior domine, mais ne marque pas. On écoute le coach adjoint Saint-Josephois. Ben oui, surtout quand on perd comme ça, d'autant plus qu'on s'est créé pas mal d'occasions, surtout sur la deuxième mi-temps. On a fait une bonne entame en deuxième mi-temps. Après, il y a eu un fait de jeu qu'on prend un carton rouge, mais cela ne veut rien dire, alors qu'on avait la main mise un petit peu sur le jeu. Après, on a pris un but un petit peu casse-queque, donc c'est comme ça. Alors. Ce résumé de la deuxième mi-temps effectué par Eric Assati, on va le vivre avec d'abord ce tournant du match. On est en seconde mi-temps donc, Eric Faro a repris ce centre sur la transversale des buts de Venketa Sala, donc toujours 0-0, toujours cette malchance ou maladresse, peu importe, pour l'équipe de l'Excelsior. Nouvelle occasion d'ouvrir le score, cette fois c'est sur la ligne que les défenseurs petite-îlois parviennent à repousser le danger. Allez, on revient sur ce corner. Et là, le fait de jeu dont parlait Eric Assati, alors que le corner n'est pas tiré, hors de notre caméra, il se retrouve au sol, le jeune Jérémy Volney, il est pratiquement out, KO. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien, on devine peut-être. D'abord, le coach Abdiaki vient aux nouvelles, puis ce sera le président qui va à son tour, Paul-Émile Barré, de venir. On sent que c'est grave, il faut donc appeler les pompiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre va interroger ses assesseurs, il a peut-être tout compris. Et une fois que l'ambulance des pompiers a ramené le malheureux joueur petit-îlois à l'hôpital pour des examens complémentaires, il sort le carton rouge à l'encontre de celui qui est censé être le fautif, Gaël Payette, qui était dans le coup, nous on n'a pas l'image, on ne peut pas vous le dire, mais en tout cas, il ne conteste pas vraiment ce carton rouge, et ses potes lui disent « Tais-toi, t'as commis une connerie ». Il faut donc laisser faire et assumer. On a beaucoup subi en début de match, même en deuxième mi-temps, mais on a bien réagi, on a bien défendu et on a marqué au bon moment, donc c'est bien. Et ce bon moment, c'est l'heure de jeu, quelques minutes après l'expulsion justement de Gaël Payette. C'est le jeune Didier Nativel qui récupère, qui s'accroche, et puis la première occasion de la Petite Île, c'est la bonne. Cédric Rep reprend ce long centre flottant du genou, du tibia,
comme vous le voulez. En tout cas, le résultat, il est là. Michael Grandin se fait surprendre et la petite île ouvre le score. Alors, contre le cours du jeu, évidemment, mais le vent avait tourné à ce moment-là. L'Excelsior n'avait pas su saisir sa chance tout au long de cette première heure de jeu, avec même un peu de malchance, puisque se retrouvant à 10, eh bien, la petite île va à son tour mettre la pression et jouer en contre, car l'Excelsior veut égaliser. Et ce contre, celui-là, il est parfaitement réussi avec le même Cédric Rep. On est à la 83e minute. Il se joue de son garde du corps. Il trompe pour la deuxième fois de la soirée le gardien de l'Excelsior. 2-0. Score inattendu, évidemment, au vu de la valeur des deux équipes, au vu des occasions pour l'équipe de l'Excelsior, mais c'est la réalité. On va revoir au ralenti cette belle individualité de la part de Cédric Rep qui se joue de son défenseur comme il le faut. Et 2-0. Pas question, car il reste encore quelques minutes. L'Excelsior a des ressources avec ce coup franc, le lourd coup franc de Jordi Nadouane. Heureusement que Vanketa Sala, en état de grâce, est là sur la parade. Et finalement, l'Excelsior va réduire le score à la 90e minute par le même Jordi Nadouane, mais il sera trop tard. Défaite, non pas surprise, en tout cas, oui peut-être, en théorie, de l'équipe de l'Excelsior, mais en tout cas, belle victoire de la petite île qui confirme les difficultés qu'ont les adversaires à venir s'imposer sur cette pelouse-là. L'Excelsior en a fait les frais. Dans sa quête pour retrouver un niveau d'excellence depuis quelques semaines, la Sainte-Marienne jouait chez les Marsouins de Saint-Leu. Une mission très délicate. Et tellement délicate qu'elle a été écourtée. Le match n'a duré que 43 minutes de la première mi-temps. Et à la 43e minute, donc, un des projecteurs a lâché avant de ne plus revenir. Les équipes ont dû terminer prématurément cette rencontre. Et une première mi-temps, pourtant, qui était allée de bonne facture, on dira. Et surtout, l'équipe sainte-marienne avait ouvert le score. On le verra dans un instant par Aya. Le temps des présentations entre les deux capitaines, Patrice Certa et Giovanni Mdoima. Une équipe des Marsouins qui sait qu'à domicile, elle a besoin de prendre des points face à Sainte-Marie. C'est vrai qu'il est le champion en titre, mais qui, malgré sa remontée actuelle, peut très bien connaître des faiblesses. Eh bien non, Sainte-Marie, sur cette action par exemple, montre qu'elle n'a pas fait le déplacement pour rien. Et le gardien Payet est obligé de s'employer déjà sur cette violente reprise de volée. Mais Sainte-Marie va finalement trouver la faille avec ce long dégagement dans un premier temps, ballon qui surprend un petit peu tout le monde, y compris notre caméraman. Et finalement, Aya est là à la finition pour donc permettre à son équipe de mener par 1-0. Et puis, je vous le disais, rupture des projecteurs. Reste à la commission de la Ligue compétente de décider la suite à donner à ce, non pas résultat, en tout cas à ce match. Faut-il le rejouer? Faut-il ne jouer que la deuxième mi-temps? Faut-il donner à l'équipe de la Sainte-Marienne match gagné? Car les Marsouins qui accueillaient sont responsables techniquement et professionnellement de la bonne marche de ces projecteurs. Les rapports vont suivre et on attendra le résultat final. Entre l'USB et la Jeanne d'Arc, les points engrangés étaient particulièrement précieux. Une question de survie même pour les deux équipes. Alors, laquelle des deux a pris une option? On va le savoir tout de suite. Le stade Jean-Alain, les meilleurs moments de USB Jeanne d'Arc. À chacun sa mi-temps et les regrets pour l'équipe de la Jeanne d'Arc. Tout de mauve vêtue dans ce déplacement à Saint-Benoît. Une équipe de la Jeanne qui est toujours à la recherche d'une certaine stabilité, de certaines réussites. Et bien cette réussite, elle va la trouver au cours de la première mi-temps face à l'équipe de l'USB qui se fait surprendre à deux reprises. D'abord sur ce coup franc qui oblige le gardien bénédictin, Ludovic Grondin, à s'interposer. Mais ça va revenir quelques instants plus tard avec une action dans la surface de réparation. Et cette action qui va être récupérée par l'attaquant Mbazomo, mais faute sur l'attaquant portois. Et l'arbitre du match ordonne le pénalty que se charge de transformer Mbazomo lui-même. 1-0 pour l'équipe de la Jeanne d'Arc à ce moment-là. Et des Portois qui vont tout de même voir l'équipe bénédictine réagir et l'occasion pour les bénédictins et son capitaine d'égaliser sur cette tête, mais belle claquette en corner du gardien portois.
On revient sur les buts de l'USB, toujours en cette première mi-temps. La Jeanne domine son sujet avec une occasion premier poteau. Et encore une fois, Ludovic Grondin est obligé d'intervenir pour claquer en corner. 1-0. Et puis 2-0 lorsque le jeune Miranville surprend tout le monde. 2-0 à la pause. C'est la bonne période des Portois. Après, ce sera un peu la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps ? Écoutez, on a essayé d'aborder la deuxième mi-temps comme la première. Malheureusement, je pense qu'on a beaucoup trop reculé. On a laissé des espaces, on a beaucoup balancé au lieu de continuer à jouer. On n'a pas réussi à mettre ce troisième but. Après, je pense que la réduction du score à 2-1 de l'USB nous fait mal. On commence à encore plus reculer. Et puis à la fin, le coup près il tombe, on prend un but qu'on peut largement éviter. Donc voilà, c'est un scénario de match qui est difficile à encaisser une fois de plus pour nous. Au retour des vestiaires, la Jeanne d'Arc va tenter de faire le break parce qu'elle mène 2-0, mais quand même elle va plier. On ne sait trop pourquoi du reste. Il va falloir chercher l'explication en interne parce que à la 71e minute, ce centre de Florent Ishiza lobe tout le monde, y compris Grégory Posé, le gardien portois. Et c'est Dylan Giraud qui se précipite pour, après avoir marqué le but, remettre cette balle au centre car il sent qu'il y a un bon coup à jouer. Rien n'est perdu, il reste encore 20 minutes à jouer. Et il a raison car les Bénédictins vont égaliser, mais on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, la balle de break à nouveau pour le 3-1 pour l'équipe portoise échoue ici sur le gardien Ludovic Grondin. C'est un Mbazomo encore lui qui était à l'œuvre. C'est vrai qu'en première mi-temps, moi j'ai trouvé une équipe de la Jeanne d'Arc extrêmement vif, extrêmement rapide, bien dans son jeu. Ils ont fait vraiment une super première mi-temps. Mais nous on a fait une belle deuxième mi-temps aussi sur le plan physique. On a rectifié le tir au milieu de terrain et voilà, on est revenu et c'est comme j'ai dit aux joueurs, depuis le début de saison, c'est la première fois qu'on voit notre équipe sur le plan mental. Voilà. Un mental qui servira les Bénédictins 8 minutes après avoir réduit le score. Et sur cette action, on met la pression sur le porteur du ballon portois. Ballon qui va revenir sur le côté droit pour le même buteur de tout à l'heure, Dylan Giraud, sur cette petite passe de son capitaine. Et boum, sous la transversale, ça fait 2 buts partout. On partage des points et l'USB est heureuse, la Jeanne beaucoup moins. On va pas lâcher, c'est pas seulement que quand on gagne, il faut être là. Maintenant, dans le dur, il faut montrer l'état d'esprit et remporter des matchs à domicile. Si on n'est pas capable de gagner à l'extérieur, maintenant, il faudra gagner à domicile. Et on va couper avec le championnat, on va aller sur les matchs de coupe et on reverra le championnat dans un autre état d'esprit à la reprise. Je pense qu'il y a une semaine ou 2 semaines de ça, quand on regarde le match qu'on a fait contre Sainte-Marie, on n'a pas eu cette mentalité de gagnant, de récupérer, de pouvoir grappiller ces points-là. Et là, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a prouvé que mentalement, on est revenu, qu'on lâche plus, qu'on ne lâche rien. Donc voilà, je pense que la mentalité de l'USB, c'est revenu. Maintenant, on est des vrais battants. Et voilà. Le jeu, c'est beau, mais il vaut mieux être battant et avoir un résultat au bout. 12e journée, c'est bouclé. L'ensemble des résultats, les voici. Et le classement. En première division, tout d'abord, vous avez vu tous les buts de toutes les rencontres. Il y en a eu 5. Et au total de 4, 6, 7, 8 buts et un match arrêté, un score de 0-0 dans le choc de ce qui devait être le choc entre la Saint-Louisienne et la Saint-Pierroise de 0-0, victoire de la Petite-Île et de la Saint-Pauloise, et match nul entre l'USB et la Jeanne d'Arc Marsoin-Sainte-Marienne. Patience pour connaître la décision que prendra les autorités compétentes. Au classement, c'est la Saint-Pauloise qui réussit la plus belle opération, qui compte désormais 3 points d'avance sur la Saint-Pierroise. Rien n'est encore fait, évidemment. Il reste encore beaucoup de journées. On n'est qu'à la première journée des matchs retour, je vous le rappelle. L'Excelsior a décroché, en tout cas, mauvaise opération. Et pour la Saint-Pierroise et pour l'Excelsior au cours de ce week-end. La Petite-Île, par contre, grimpe à la 4e place devant la Sainte-Marienne, avec plusieurs équipes qui ont un match en moins, vous le constatez. Tout en bas, il y a la Jeanne d'Arc et la Capricorne ne sont pas très bien lotis. Ça commence à chauffer quelque peu, même si devant, les autres sont encore en danger, donc menacés de redescendre, de dégringoler.
En deuxième division régionale, le carton du leader, la possession qui caracole en tête face à l'Auxerre Léopard 5-1. Le choc des outsiders, Monaco 0, SDFA 0. Victoire à l'extérieur, l'Ardèche Sport qui se réveille 3-1, Piton Saint-Leu. l'AF Saint-Louis, Ligne Paradis, de belles équipes également, un but partout, tout comme l'Éperon et 3 bassins, 2 buts partout, 2 matchs reportés pour diverses raisons, environ Vincent d'eau et entre deux Caux-Saint-Pierre. Au classement de cette deuxième division régionale, la possession creuse l'écart sur Monaco et le SDFA qui sont toujours à la lutte pour la deuxième place pour la montée en première division, tout comme la Ligne Paradis, la F Saint-Louis, voire 3 bassins, voire Piton Saint-Leu. Alors que derrière, c'est un peu la débandade avec une équipe des Avirons, de la Rivière Sport, encore de Vincent d'eau qui tente de s'éloigner de la zone dangereuse. C'est pas simple. Entre deux, l'Auxerre Léopard et l'Éperon ferment la marche. Le tirage au sort de la Coupe de France régionale a eu lieu cette semaine. Des matchs qui vont se disputer les 5 et 6 juillet prochains. Une grande première à La Réunion puisque désormais il y aura 2 finales et 2 représentants donc du football réunionnais au stade des qualifications pour la Coupe de France dans quelques semaines. Alors, il a fallu évidemment composer 2 groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1 avec 8 équipes tirées au sort en fonction de leur classement à ce moment-là, et puis le groupe 2 pour les autres équipes. Et voici ce que ça a donné. Le groupe 1, les matchs suivants sont au programme. Saint-Pierroise, Saint-Denis Football Club, Tamponnaise, Ligne Paradis, mais évidemment vous le savez, la Tamponnaise étant forfait général, c'est la Ligne Paradis qui est d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales dans ce groupe. Saint-Louisienne, SDFA et USB, Marsouin de Saint-Leu. Et dans le groupe 2, Saint-Pauloise, Piton Saint-Leu, Excelsior, 3 bassins, Sainte-Marienne, Jeanne d'Arc et Petite-Île, Capricorne. Voilà, pour conclure notre mission, on ouvre et on le fera de manière régulière une petite fenêtre en direction d'une autre discipline sportive. Il nous a paru en effet important de montrer dans cette émission sur le football local que la Réunion est riche d'autres sports également, d'autres sportifs également, et que tous méritent qu'on parle d'eux un jour ou l'autre. C'est ce qui est fait avec ce regard sur l'accompagnement du mouvement sportif par le Conseil général de la Réunion. Direction donc la montagne, sur les hauteurs de Saint-Denis pour le tournoi international de badminton, l'événement majeur de cette discipline. Ils sont très réguliers, très précis dans leur cours. Tout le monde attend ça avec impatience. Ils ont montré la différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de jouer. On est au gymnase de la montagne à Saint-Denis. Il y a à peu près 200 joueurs inscrits au tournoi international. On a 5 pays, dont des joueurs métropolitains, donc un beau panel de joueurs, et notamment la championne de France, numéro 1 française, Sachina Vignès-Baran, qui est championne de France en titre il y a 2 mois, qui est numéro 1 française donc, et qui est 30e joueuse mondiale, qui est venue faire une préparation physique aussi ici, parce qu'on est parti sur les sentiers, mais parce qu'elle enchaîne sur une tournée en Asie pendant 2 mois. Là. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine. L'aide du Conseil général, elle est sur plusieurs plans. La première aide, elle est financière. Donc un partenariat avec le Conseil général sur le point financier, un partenariat en moyen aussi, parce que on a pu avoir du matériel informatique mis à disposition. En termes de communication, le Conseil général nous a mis des sacs pour tous les joueurs, qui ont été offerts à tous les joueurs. Donc un grand merci au Conseil général, parce que ça nous a permis aussi dans l'organisation de parfaire les petits détails, mais qui sont très importants pour les joueurs. On est pratiquement à 40-45 000 € de budget sur un tournoi comme ça. Donc c'est sans aide des collectivités, c'est pas possible du tout, quoi. Écoutez, moi quand je vois ça, quand on a vu la salle se monter petit à petit, moi je suis comme un enfant, j'y crois et j'ai envie que ça continue, quoi. De bien belles images et des qualités indéniables chez ces joueurs de badminton. Alors la semaine prochaine, on retrouve le football également avec les matchs comptant pour les 8e de finale de la Coupe de la Réunion. Il y a un programme qui est d'ores et déjà connu. Regardez. Sainte-Anne, Excelsior.
Jeanne d'Arc, Bras-Fusil. Saint-Pierroise, Sdefa, Possession, Petite-Île. Marsouin, Ligne Paradis. Saint-Pauloise, Piton-Saint-Leu. Altelat, Sainte-Marienne. Et Saint-Louisienne, AF, Saint-Louis. Voilà donc pour ce qui est de cette nouvelle émission de 97.4 Foot. On se retrouve dimanche prochain à 13h pour une nouvelle émission de 97.4 Foot Plus. Et notez-le d'ailleurs, si vous avez raté nos précédentes émissions depuis plus d'un mois que nous sommes sur Télécréole, allez sur YouTube, vous tapez Foot Télécréole et vous y êtes. Vous avez toute la rétrospective et c'est gratuit évidemment. Passez une excellente fin de soirée, une excellente semaine. On se retrouve dimanche prochain à 13h, notez-le. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.